Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit que l'on est en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Car nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en chacun de nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre peur, notre présence suffit à libérer les autres. Marianne Williamson. Mise en onde de Junie Limage, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous retrouver en ce dimanche du mois d'août. Et vous notez que je souligne le mois d'août parce que c'est un mois tellement fécond, c'est un mois tellement riche en anniversaires et en événements historiques pour les peuples noirs. Le 1er août, c'est l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans la plupart des colonies de l'Empire britannique. Cela inclut la Jamaïque, cela inclut aussi l'abolition de l'esclavage au Canada. Donc, ce 1er août nous ramène au 1er août 1834. Ce 1er août, c'est aussi l'anniversaire de l'indépendance du Bénin, n'est-ce pas? Cela nous ramène au 1er août 1960 et pour nous les Haïtiens, il y a un lien de famille entre les Béninois d'aujourd'hui et l'ancien royaume du Dahomey, puisque beaucoup de nos ancêtres sont arrivés, n'est-ce pas, du Dahomey. Le 3 août, c'est l'indépendance du Niger, donc rappelez-vous, on ne dit pas Niger, on dit Niger, donc joyeux anniversaire à nos amis du Niger. Le 4 août 1983, c'est la date anniversaire de l'accession au pouvoir de Thomas Sankara, vous vous en souvenez, il a changé déjà le nom colonial de la Haute-Volta en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Le 6 août, c'est l'anniversaire de l'indépendance de la Jamaïque, donc le pays de Bob Marley entre autres, donc bonne fête à tous nos frères de la Jamaïque. Mais le mois d'août, c'est autre chose aussi. Nous en parlerons, n'est-ce pas, dans quelques semaines. Le mois d'août va ramener l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans le monde. Le mois d'août, c'est aussi l'anniversaire de la cérémonie du bois caïman en Haïti, là où pour la première fois, les Noirs se sont mis debout pour dire non, n'est-ce pas, à l'esclavage et ont remporté la victoire. Et au fur et à mesure que ces semaines vont se dérouler, nous allons revenir à ces anniversaires. Donc, quel mois fécond, quel mois riche en événements historiques pour les peuples noirs. Et je me suis dit, dans la foulée de tous ces anniversaires, dans la foulée de toutes ces célébrations, essayons d'imaginer à quoi ressembleraient nos pays, à quoi ressembleraient nos nations, à quoi ressembleraient nos États si nous parvenions à vaincre nos peurs, si nous parvenions à dompter nos peurs. Mais je me dis plus, essayons de nous imaginer à qui nous ressemblerions si nous parvenions à affronter, à dompter et à vaincre nos peurs. Donc nous allons parler aujourd'hui de nos peurs. Nous avons vécu une
longue histoire d'esclavage, une histoire marquée par la violence avec son corollaire de peur. Notre histoire est tissée par des peurs de toutes sortes. Nos familles sont tissées de toutes sortes d'histoires de peur. Nos histoires personnelles sont un tissu de peur. Nous allons, dans l'émission d'aujourd'hui, essayer d'identifier quelques-unes de nos peurs et faire l'exercice qui consiste à nous demander si nous les domptions, ces peurs-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous résister en termes de réalisation? Est-ce que nous pouvons seulement nous imaginer, n'est-ce pas, ce que nous ferions si nous maîtrisions nos peurs? On s'arrête ici, c'est le sujet d'émission d'aujourd'hui. Vous connaissez déjà le rituel, une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud. Je vous veux complètement réveillé, je vous veux complètement attentif pour traiter ce beau sujet. Nous allons rêver à voix haute, d'accord? Mais pour cela, nous allons parler de nos peurs. Est-ce que vous vous souvenez de la date du 11 janvier 2018? Ce n'est pas une date particulièrement glorieuse pour nous, les peuples noirs, car c'est en ce jour-là que Donald Trump a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, à savoir que nos pays, et il a nommé Haïti, et les autres pays africains, c'est en ce jour-là, dis-je, que Donald Trump a traité nos pays de trous de merde. Évidemment, la colère, la stupeur, le choc, une fois passé, je me suis posé la question, mais pourquoi, malgré toutes nos richesses, malgré toutes nos ressources, nous accusons tant de retard socio-économique? Évidemment, en tant qu'historien, je sais qu'il y a un complexe de facteurs. Il y a les facteurs externes dont nous avons parlé. Ces pays colonisateurs ne nous ont pas fait de cadeaux. Ils continuent d'avoir la main mise sur nos ressources. Ils continuent de nous refiler des dirigeants. Ils continuent de téléguider nos politiques en sorte que nous ne maîtrisons rien en ce qui nous concerne, mais il y a aussi des facteurs internes. Et c'est ces facteurs-là que je voudrais considérer dans les multiples raisons qui expliquent nos retards socio-économiques. Je suis parti d'une analyse macro pour aboutir à une analyse micro, mais très personnelle, en me disant, mais et si nos peurs étaient l'une des raisons qui expliquent nos retards dans ce qu'on appelle le développement? Et c'est en lisant, c'est en méditant, c'est par cette introspection que j'ai réalisé qu'effectivement, nous, les peuples noirs, nous, les afro-descendants, nous avons tant de peurs qu'il nous faut regarder objectivement, dans un premier temps, en vue de les maîtriser, en vue de les dompter dans un second temps. Et aussi longtemps que nous n'affrontons pas nos peurs personnelles, nos peurs collectives, eh bien, nous n'arriverons pas à faire du développement véritable, nous n'arriverons pas à transformer nos pays en de véritables lieux où il fait bon vivre pour nos populations. Je vais esquisser, tout en les commentant, quelques-unes de ces peurs, et bien sûr, qu'en m'entendant parler, vous allez pouvoir vous identifier, vous allez penser à d'autres types de peurs, mais nous devons
affronter nos peurs, car comme on le sait en psychologie, la peur, c'est le plus grand handicap à l'épanouissement d'un individu, mais la peur, c'est aussi le plus grand handicap à l'épanouissement de tout un peuple, car s'il y a quelque chose qui tue les rêves, s'il y a quelque chose qui tue les potentialités d'un individu, d'une famille, d'une collectivité, ce sont les peurs. Alors, regardons lucidement nos peurs. Posons un diagnostic cru sur nos peurs et voyons ensemble comment nous pouvons les dompter. Eh bien, vous savez, aussi banal que cela puisse paraître, la première peur qui nous a été enseignée, qui nous a été inoculée, la première peur dans laquelle nous avons été élevés, c'est la peur de nous-mêmes. Parce qu'on nous a enseigné que nous étions laids, parce qu'on nous a enseigné que nous étions inférieurs, parce qu'on nous a enseigné que nous étions plus près du singe que de l'humain, eh bien, il en résulte un complexe de peur personnelle qui nous empêche de nous regarder et de nous aimer, la peur de nous-mêmes. Et précisément parce que nous avons peur de nous-mêmes, vous allez le noter, nous sommes toujours en train de chercher des faux fuyants. Nous sommes toujours en train de chercher des prétextes externes pour expliquer nos insuccès personnels. Évidemment, la religion chrétienne, c'est le cas de le dire, ne nous aide pas puisque nous allons expliquer tel échec personnel par la tentation du diable. Nous allons expliquer, n'est-ce pas, telle défaite par Satan, par le diable. Donc, nous sommes toujours en train, n'est-ce pas, de trouver une explication externe à nos défaites, à nos échecs. Et quand vient le temps de célébrer une victoire, de célébrer un succès, nous en attribuons le mérite à Dieu, parce que c'est comme ça que nous avons été élevés. Mais quand on prend le temps de fouiller sur les ressorts inconscients de cela, nous réalisons que c'est parce que nous avons une peur de nous-mêmes. Combien d'entre nous sommes capables lucidement de regarder notre histoire personnelle et de dire « Waouh ! Voilà pourquoi je n'arrive pas à progresser. Voilà pourquoi je n'arrive pas à m'épanouir. Voilà pourquoi je n'arrive pas à réaliser tel rêve. Voilà pourquoi je n'arrive pas à réaliser telle potentialité. » Et cette peur qu'on a de nous-mêmes, malheureusement, a été entretenue aussi dans beaucoup de nos familles. Parce que dans nos familles, dans nos cultures, dans l'éducation que nous avons reçue, on ne nous a pas appris à nous aimer. Et puisque personne n'aime regarder ce qui n'est pas beau, personne n'aime regarder ce qui est laid, et qu'on nous a appris que nous étions laids, il en résulte que nous avons peur de nous regarder nous-mêmes. Eh bien, c'est la première peur à affronter, la peur de soi. Si on n'est pas bien avec soi, si on n'est pas bien dans sa peau, si on n'aime pas ce que l'on voit quand on regarde au miroir, on n'ira pas loin avec ce qu'on voit au miroir. Malheureusement, je peux ne pas aimer mon corps, mais c'est triste à dire, c'est le seul que j'ai. Donc, je dois l'aimer. Je peux ne pas aimer mon histoire, mais c'est mon histoire. Je dois l'affronter. Je dois la dompter. Je n'ai pas le choix que de vivre avec ceux qui font partie de mon environnement, car c'est mon environnement. Quand est-ce qu'on va pouvoir se regarder en face et dire, ça c'est moi, ça c'est mon histoire, ça ce sont mes talents, ça ce sont mes faiblesses, ça ce sont mes vulnérabilités, ça ce sont mes limites. Peu importe ce que je vois, je dois vivre avec. Une autre peur, et celle-là, elle est terrible, c'est la peur de l'autre. Vous savez, ça aussi c'est quelque chose qui remonte à l'époque coloniale, dans un vieil adage qu'on nous a entré dans la tête en Haïti. En créole, on nous dit « Depuis la Guinée, nègre inègre ». C'est-à-dire, depuis la Guinée, depuis l'Afrique, eh bien, le nègre détestait le nègre, ce qui est évidemment faux. Mais le colon devait nous
semer ça dans l'esprit pour nous empêcher de nous entendre, pour nous empêcher de nous tenir ensemble, pour nous empêcher, n'est-ce pas, de nous coaliser, de nous fédérer en vue d'un projet collectif. Cette peur de l'autre. On a peur de livrer ses secrets à l'autre parce qu'on se dit, ah, on ne sait jamais ce qu'il va en faire. On a peur, n'est-ce pas, de se confesser à l'autre, alors qu'il aurait pu nous aider dans ce par quoi nous passons, parce que nous disons, ah, vous savez, je ne suis pas sûr qu'il comprendra. Donc cette peur de l'autre a fini par semer dans nos communautés, a fini par semer dans nos populations, a fini par semer dans nos familles cette méfiance tellement délétère pour nos développements, pour nos potentialités collectives. Mais ça aussi, c'est une peur que nous devons affronter. Pourquoi en général, le noir est capable de s'entendre avec un étranger? Il est capable de se lancer en affaires avec un parfait inconnu. Il est capable de s'en ouvrir, n'est-ce pas, à quelqu'un qu'il voit pour la première fois, mais quand il voit l'un des siens, tout à coup, il devient méfiant. Et si on ne fait pas attention, il risque même, n'est-ce pas, de devenir très hostile parce que nous ne prenons pas suffisamment le temps d'affronter cette peur de l'autre. Quelqu'un veut se lancer en affaires, mais plutôt que de penser réflexivement à un compatriote, plutôt que de penser réflexivement à un frère de sang, plutôt que de penser réflexivement à quelqu'un de sa communauté, il préfère aller chercher des collaborateurs extrêmement loin de lui, sous prétexte qu'il ne veut pas que les gens de son environnement connaissent son histoire ou connaissent ses affaires. Nous avons besoin, les amis, d'affronter cette peur de l'autre. Parce que si nous ne sommes pas en mesure de nous faire confiance les uns aux autres, si nous ne sommes pas en mesure, n'est-ce pas, d'affronter cette méfiance viscérale qu'on a semée en nous, nous allons continuer à placer nos succès individuels au-delà de nos succès collectifs. Et cette méfiance, on la retrouve malheureusement dans la nouvelle génération. Dans ma génération à moi, on se saluait quand on se voyait. Bon, ça ne veut pas dire qu'on se faisait confiance, mais au moins on se saluait. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'influence de la musique rap ou souvent les images qu'on nous présente, c'est un gangster qui a peur d'un autre gangster, etc. Eh bien, il en résulte que quand un jeune croise un autre jeune dans la rue, un jeune noir, j'entends, plutôt que de se sentir proche de celui-ci parce que c'est un frère, eh bien, on sent au niveau du comportement cette méfiance à savoir, ah tiens, celui-là, il est peut-être dangereux. Voilà pourquoi aux États-Unis aujourd'hui, il y a tout un mouvement qu'on appelle I'm a Border Keeper. Je suis le gardien de mon frère, vous vous souvenez, à la fois dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, mais également dans ce récit de la Bible, n'est-ce pas, où Dieu demande à Caïn, mais où est ton frère? Et lui de dire, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ce qui suppose que oui, tu es le gardien de ton frère. Je suis le gardien de mon frère, je ne suis pas son ennemi. Je suis le gardien de mon frère, je ne suis pas là pour le piéger. Ah. Une autre peur importante et qui nous empêche vraiment de nous épanouir, c'est la peur d'échouer. Est-ce que vous notez que parmi nous, quand quelqu'un a pris un risque et qu'il échoue, on rit de lui. On se dit, ah, c'était prévisible son affaire. Ah, il était prétentieux. Les autres n'ont pas essayé ce qu'il a essayé. Qui est-il? Pour qui se prend-il ou pour qui se prend-elle pour oser s'aventurer là où personne, n'est-ce pas, n'a été? Et quand il échoue, quand il essuie un échec, eh bien on applaudit. Et vous savez, ça remonte à la petite école.
Je me rappelle, moi, quand j'étais au primaire, quand on commettait une faute, que ce soit une faute de français, quand on faisait un lapsus lingué, hein, chez nous, on appelle ça une surette, quand on prononce un lé pour un le, quand on dit un mi pour un mu. Oh là là! Même le prof nous pointait du doigt et c'est toute la classe qui riait de nous. Alors, il en résulte une peur terrible d'échouer. On préfère ne pas essayer du tout plutôt que d'essayer et d'échouer. Et vous savez, ce que moi j'ai appris en management, ce qu'on appelle succès est une affaire de nombre. C'est souvent après avoir échoué plusieurs fois qu'on connaît désormais la formule pour réussir parce qu'on sait comment ne pas réussir. Et pourtant, nous, quand l'un de nos frères, quand l'un des nôtres, quand l'une de nos sœurs tombe, quand l'un des nôtres échoue, oh là là, il ou elle devient l'objet de la risée de la communauté, il ou elle devient l'objet de la risée de nos églises, il ou elle devient l'objet de la risée de la famille. Et vous savez ce que ça fait comme comportement? On a peur d'échouer, on a peur d'être incompétent. Et puisqu'on a peur d'échouer, on a peur d'être incompétent, on a peur aussi d'aller demander conseil. Encore une fois, dans les sciences de la gestion, on sait l'importance du mentoring, on sait l'importance du coaching, n'est-ce pas? C'est toujours mieux quand c'est un aîné qui transmet, n'est-ce pas, une compétence, qui transmet un savoir, qui transmet un savoir-faire, qui transmet un savoir-être à un plus jeune. Parce que là, l'aîné peut partager avec le plus jeune, n'est-ce pas, ses échecs, ses déceptions. Il peut partager aussi avec lui, n'est-ce pas, pourquoi il faut faire ça comme ça et non pas comme ça. Quelle est notre réaction lorsque un tel s'est lancé en affaires et qu'il n'a pas réussi? Quelle est notre réaction lorsque un tel a fait faillite? Quelle est notre réaction lorsque un tel ou une telle a perdu telle ou telle chose? Eh bien, nous rions sous cape, nous disons, ah oui, mais ça, je le lui avais dit. La peur d'échouer, les amis, c'est une peur terrible car celui qui a peur d'échouer ne sert à rien. Car si on n'est pas prêt à envisager l'échec, si on n'est pas prêt à envisager, n'est-ce pas, la défaite, on ne sert à rien. Or, tout le monde sait que la science évolue à force d'essais et d'erreurs. Nous avons besoin d'affronter la peur d'être incompétent, d'affronter la peur de la défaite. Une autre peur, qui est comme un corollaire de la peur d'échouer, mais c'est la peur d'être perçu comme intelligent. Ah oui, vous savez, ah oui, ça aussi. Et pendant longtemps, on nous a tellement enseigné la modestie, on nous a tellement enseigné l'humilité que, waouh, lorsque quelqu'un est brillant, lorsque quelqu'un est bon dans ce qu'il fait, eh bien, il a comme honte d'être bon. Et là, nous sommes foutus parce que on nous a appris à avoir honte d'échouer. Mais quand vous êtes véritablement bon dans un domaine, on vous dit de vous tasser parce que désormais, s'affirmer ou reconnaître ses compétences, ça devient un défaut. En sorte que on se cache devant ce qu'on sait bien faire pour ne pas déranger les autres. Et en ceci, nous sommes très différents de certaines autres cultures où il y a vraiment une habitude qui consiste à transmettre, n'est-ce pas, les compétences de père en fils, de mère en fille, de voisin en voisin, car il n'y a pas de honte à dire, écoutez, je ne comprends pas ceci, il n'y a pas de honte à dire, je ne comprends pas cela. Est-ce que vous réalisez à quel point nous avons honte de demander de l'aide, à quel point nous avons honte, n'est-ce pas, de solliciter l'autre, parce que si on sollicite l'autre, c'est comme si on a l'air minable, on a l'air pitoyable. Non.
quelle grandeur cela ne requiert-il pas que de dire je ne peux pas? Quelle grandeur cela ne requiert-il pas que de dire je n'y arrive pas? Est-ce que vous pouvez m'aider? On mesure la grandeur de quelqu'un à sa capacité de dire je ne sais pas ceci, je ne connais pas cela. Or nous, il y a comme une extravagance parce que puisque nous sommes humiliés à l'idée de dire que nous ne pouvons pas, puisque nous sommes humiliés à l'idée de dire nous ne savons pas, eh bien nous prenons pour ainsi dire pour des toutistes. Nous savons tout faire, nous savons tout, et là nous allons inventer des histoires, nous allons fabuler, quitte à médire de l'autre, parce que être incompétent est un défaut, mais reconnaître ses compétences aussi devient, pour ainsi dire, un mal dans la communauté et on se cache de ses compétences et ça devient malheureusement de l'hypocrisie, la fausse modestie. Quand est-ce que nous allons reconnaître que se déprécier les uns les autres, ce n'est pas une qualité? Si vous voulez réaliser à quel point nous nous médisons les uns des autres, allons dans un salon de coiffure, pour homme ou pour femme. Ah, oh là là, dans nos salons de coiffure, je ne sais pas s'il y a d'autres endroits pour cela aussi, mais dans nos salons de coiffure, que nous aimons déblatérer sur les autres. Alors nous parlons de tout, mais jamais du bien qu'a accompli l'autre. Nous parlons de tout, mais jamais du succès, n'est-ce pas, de l'autre. C'est toujours ces mauvais coups. Déprécier ce que fait l'autre ne nous servira à rien. Au contraire, cela nous dessert parce que cela nous empêche d'avancer ensemble. Il y a quelque chose de grand dans le fait de reconnaître la valeur de l'autre. Il y a quelque chose de grand dans le fait d'apprécier ce que l'autre fait et que je ne sais pas faire. Vous savez qu'il y a des gens qui se sentent rabaissés par ce que l'autre peut accomplir. Non, nous ne perdons rien à l'idée de réaliser que ce que fait l'autre, je n'y arrive pas. Parce que ce que moi je sais faire, il ne le sait pas non plus. Et là, en reconnaissant que ce qu'il sait faire, je ne sais pas le faire, et en souhaitant que ce que moi je sais faire, il reconnaisse qu'il ne sait pas le faire, nous allons cultiver l'interdépendance. Il n'y a pas de honte à accepter que je dépends de l'autre pour tel ou tel secteur, pour tel ou tel savoir, tout comme lui dépend de moi pour tel ou tel autre savoir. Une autre peur, c'est la peur que l'autre ne nous dépasse pas. Mais d'où vient cette compétition entre frères? D'où vient cette tendance à tout faire pour que l'autre ne me surpasse pas, pour que l'autre ne me dépasse pas, pour que l'autre ne le fasse pas avant moi? J'ai lu quelque part cette phrase qui m'a tellement marqué et je voudrais la partager avec vous ce matin. Vous n'avez pas besoin d'éteindre ma lampe à moi pour allumer votre bougie, vous savez. Vous pouvez allumer votre bougie à même ma lampe et ça va faire un plus beau faisceau, ça va faire une plus grande lumière. Mais n'essayez pas d'éteindre ma lumière pour allumer votre bougie. De même, moi, je ne dois pas essayer non plus d'éteindre votre lumière pour allumer, n'est-ce pas, ma bougie à moi. Nous pouvons ensemble allumer et la lampe et la bougie et faire un faisceau. Nous avons aussi peur de féliciter les autres. Je note souvent entre nos frères, avant que quelqu'un vous fasse un compliment, il prend la précaution de dire ce n'est pas pour vous flatter, mais j'ai vraiment aimé. Mais depuis quand dire à quelqu'un j'aime ce que vous faites, dire à quelqu'un bravo pour ce que vous faites, depuis quand cela
était assimilable à la flatterie, mais non, il y a la flatterie et il y a le fait de reconnaître ce que mon frère, ce que ma sœur fait bien. Nous n'irons pas loin si nous ne cultivons pas cette habitude. Si une femme ne peut pas se lever pour dire à une autre femme, bravo, vous êtes vraiment belle, vous êtes vraiment compétente dans ce que vous faites. Si un homme ne se lève pas pour dire à un autre, n'est-ce pas, félicitations, mais bon Dieu, je l'avais pas vu comme ça. J'ai appris beaucoup dans ce que vous faites. J'ai découvert une autre façon de faire après votre conférence à vous, après votre présentation. Ne soyons pas humiliés par le succès de l'autre. L'autre ne devient pas mon ennemi parce qu'il a réussi là où moi j'ai échoué. Mais d'où cela vient? N'oublions pas qu'il n'y aura pas de développement que du développement communautaire. Et une communauté, un pays, une nation qui se développe, c'est d'abord une collectivité au sein de laquelle on apprend à cultiver ces valeurs-là. Et parce que nous avons toutes ces peurs-là, la peur de briller, la peur de reconnaître la brillance de l'autre, etc. Vous savez ce que ça finit par faire en nous? Ça tue en nous la capacité de rêver grand. Est-ce que nous remarquons à quel point nous, malheureusement, et ça me brise le cœur de le dire, je le dis parce que je suis l'un des vôtres, nous sommes ensemble là-dedans. Est-ce que nous réalisons suffisamment à quel point nous acceptons tout? L'une des expressions que nous aimons utiliser, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'électricité dans nos pays, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de problème. Nos politiciens, n'est-ce pas, sont corrompus jusqu'à l'os, il n'y a pas de problème. Le chômage, n'est-ce pas, atteint des taux records, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que on dirait que nous avons quelque part arrêté de rêver grand. Savez-vous que celui qui cesse de rêver commence à mourir? Est-ce que je peux reprendre cette phrase? Elle n'est pas de moi, je l'ai lue. Celui qui a cessé de rêver commence de mourir. Or, depuis un certain nombre d'années, on dirait que nous nous complaisons tellement dans nos misères, nous nous complaisons tellement dans nos manques, nous nous complaisons tellement dans nos privations que nos manques, nos privations, n'est-ce pas, deviennent comme la norme et nous n'arrivons pas à rêver au-delà de ces privations-là, si bien que rêver grand devient une espèce de crime contre nos collectivités, contre nos communautés. Bon Dieu, la peur de rêver grand, la peur d'aller plus loin que les autres, la peur de faire mieux que les autres, la peur de faire plus que les autres. Mais c'est comme ça qu'une communauté grandit, c'est comme ça qu'une communauté avance. Il faut que je sois en mesure de monter sur le dos de mes prédécesseurs pour voir plus loin qu'eux. Et il faut que ceux qui viennent après moi soient en mesure de monter sur le dos pour voir plus loin encore. Est-ce que nous encourageons nos enfants dans nos familles à rêver grand? Il faut pas se contenter d'atteindre le 60%, tant mieux si c'est tout ce que vous pouvez faire après que vous avez déployé tous vos efforts, après que vous avez passé toute une journée à transpirer, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il nous manque pour que nous pensions au sommet? Qu'est-ce qu'il nous manque pour que nous rêvions au sommet? D'où vient cette peur de penser grand? Dès que quelqu'un commence à penser grand, dès que quelqu'un commence à rêver grand, on dit, ah, mais le voilà, le mégalomane qui arrive, et là, on le déteste. Hein. Ou alors, la voilà, celle qui se prend pour une autre, et là, on va tout faire pour la piéger, on va tout faire pour la détruire, on va tout faire pour empêcher que ses rêves, n'est-ce pas, ne se réalisent. Cette peur de penser grand
cette peur de rêver grand. Il en résulte que nous acceptons n'importe quoi. Nous sommes devenus des minimalistes. Bon, j'ai seulement besoin de juste assez pour vivre. J'ai besoin d'un petit pain pour aujourd'hui et cela me suffit. Non. Ce n'est pas faire honneur à nos ancêtres que de rêver petit. Avez-vous déjà pris le temps de contempler les pyramides d'Égypte, qui sont comme des monuments, si vous voulez, à la pensée de grandeur de nos ancêtres africains, qui sont comme des monuments au grand génie de nos ancêtres? Est-ce que nous les honorons lorsqu'aujourd'hui nous acceptons que nos dirigeants nous privent d'infrastructures, que nos dirigeants nous privent d'électricité, que nos dirigeants ne nous donnent pas tous les moyens pour nous instruire, pour nous éduquer et pour pousser loin, n'est-ce pas, toutes nos potentialités? Une autre peur, la peur de ne pas être comme les autres. Ah oui. Et là, c'est tout notre désir inconscient de ressembler à l'autre. C'est tout notre désir inconscient de ressembler à l'occidental. C'est tout notre désir inconscient de faire comme lui. Et vous savez ce que ça fait? À force de vouloir ressembler à l'autre, mais ça tue notre originalité. Ça tue notre originalité. Ce n'est pas vrai que l'occidental doit demeurer la référence en matière de développement, que l'occidental doit demeurer la référence en matière de savoir, que l'occidental doit demeurer la référence en matière de savoir-faire. Nos ancêtres ont fait mieux qu'eux. Et beaucoup de ce qu'ils font aujourd'hui, ils l'ont copié chez nos ancêtres. Alors, d'où vient cette peur de ne pas ressembler à l'autre? Les grandes inventions, les grandes réalisations, les grandes découvertes sont opérées précisément par ceux qui osent faire différemment des autres. Nous avons tellement peur des critiques, nous avons tellement peur du regard de l'autre, nous avons tellement peur du qu'en dira-t-on, que finalement, nous n'osons plus faire ce que nous pensons. Et là, c'est toute l'hypocrisie, c'est toute la duplicité. Et il y a toujours un double langage, il y a toujours un double entendre. Est-ce que ce que je dis correspond vraiment à ce que je pense? Ou bien est-ce que je le dis pour éviter que l'autre, n'est-ce pas, ne pense que je suis différent de lui ou d'elle, différente d'elle? J'ai le droit d'être différent. J'ai le droit d'être original. Et si vous aussi, vous travaillez votre originalité, si vous aussi, vous travaillez votre différence, vous voyez à quel point notre diversité va être extraordinaire. Et puisque justement, nous avons peur d'être différents, l'autre a peur d'être original, vous savez ce que ça fait, les amis? Ça fait de nous des gens intolérants. Regardons comment nous fonctionnons. J'ai des croyances qui sont différentes de vos croyances à vous. Vous avez une spiritualité qui est différente de la mienne. Mais là, dès que vous m'en parlez, je commence à vous juger, je commence à vous critiquer, je cherche, n'est-ce pas, à médire de vous et à vous faire une sale réputation. Mais bon Dieu, la diversité est une richesse même à l'intérieur de nos communautés. Est-ce que nous allons promouvoir cette diversité? Nous avons peur de l'avenir. Et là, je comprends. Là, je comprends. Souvent, on dit que le passé est garant de l'avenir et lorsque nous regardons nos passés immédiats, à bien des égards, cela conduit au découragement, cela conduit au cynisme et parfois nous nous résignons. Parce que nous regardons à ce qui s'est fait immédiatement dans le passé, nous disons, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut espérer de nous? Eh bien, c'est précisément là où il nous faut redoubler de vigilance et d'ardeur, car
si nous perdons espoir dans l'avenir, eh bien, c'en est fini de nous, c'en est fini de nos pays. Est-ce qu'on peut regarder l'avenir et dire, oui, c'est vrai que hier n'était pas beau, mais avant-hier était beau. Hein? Pensez, n'est-ce pas, à notre histoire d'avant Christophe Colomb, justement. Nous avions une civilisation si belle, nous avions une culture si florissante qu'il ne faut pas seulement regarder le passé immédiat, il faut puiser dans le passé lointain pour recommencer à croire en l'avenir. Ce qui est dangereux, c'est que non seulement nous, les adultes, nous perdons espoir en l'avenir, mais nous avons transmis ce pessimisme, nous avons transmis cette peur de l'avenir, n'est-ce pas, en la génération de nos enfants, en sorte que eux, la seule chose à laquelle ils songent, c'est de laisser nos pays. Ils regardent à gauche et à droite, ils disent, écoutez, tous les horizons sont bouchés, peut-être le seul avenir qu'il nous reste, n'est-ce pas, c'est de laisser nos pays et d'aller ailleurs. Je les comprends, je ne les juge pas, mais nous avons pour responsabilité de redonner espoir à ces jeunes pour qu'ils recommencent à croire justement en l'avenir. Car, j'aime à le dire, ce sont des humains qui font du développement. Pour que les humains puissent faire du développement, il faut qu'ils y croient à ce développement. Or, nous voilà tellement résignés, nous voilà tellement découragés, nous voilà tellement en proie au cynisme que nous ne croyons plus en l'avenir, nous ne croyons plus au lendemain. Nous avons peur de nos émotions. Peur de dire, ah mais je suis fâché. Peur de dire je suis content. C'est rendu que si je suis content parce que j'ai une bonne nouvelle, si je suis content parce que j'ai une promotion, si je suis content parce que, écoutez, mon fils vient de décrocher un diplôme, etc., eh bien c'est rendu que j'ai peur de partager cette joie pour ne pas provoquer la jalousie de l'autre, en sorte que on vit cette espèce de schizophrénie sociale, on ne dit pas ce qu'on pense, on n'exprime pas clairement ses émotions, et vous notez tout ce que ça pose comme problème au sein d'un couple, vous notez tout ce que ça pose comme problème, n'est-ce pas, au sein d'une famille. Est-ce qu'il est vraiment content ou bien est-ce qu'il fait semblant? Mais vous n'êtes pas content, vous êtes fâché, pourquoi ne le dites-vous pas? Tout ce complexe de peur, les amis, nous empêche de nous assumer et de transformer nos territoires en de véritables perles, en de véritables paradis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la question à partir de maintenant. Eh bien, il faut prendre conscience que notre plus grand handicap jusque-là, c'est nos peurs. Hein? Ça, c'est important de le dire. Notre plus grand handicap, ce sont nos peurs. Vous savez, dans le contexte haïtien, s'il y a quelque chose qui m'enrage, c'est lorsqu'on réfléchit à l'avenir d'Haïti, lorsque, en tant qu'Haïtiens, nous disons, mais voici ce qu'il nous faut faire. Et puis l'un d'entre nous va dire, ah, mais vous savez, le blanc ne nous permettra jamais de le faire. Et souvent, lorsqu'il dit le blanc, il pense à l'américain, il pense au français. Je sais, effectivement, que les Américains, les Français, entre autres, n'est-ce pas, ont été un obstacle au progrès de notre peuple. Mais il faut arrêter à un moment donné de dire ils vont nous empêcher de le faire. Il faut plutôt se dire mais qu'est-ce que nous allons faire pour que même si eux s'opposent à cela, nous puissions faire ce que nous voulons faire. Nous avons tellement peur du blanc. Et je constate souvent avec effusion de cœur, avec tristesse, comment nous nous comportons quand c'est un frère qui est notre patron, ou quand c'est un étranger, c'est-à-dire un blanc qui est notre patron. Si c'est un frère qui est le patron, nous nous permettons, n'est-ce pas, de ne pas suivre les consignes. Nous nous permettons d'arriver à l'heure que, n'est-ce pas, qu'il nous plaît. Nous nous permettons, n'est-ce pas, de baisser les standards. Mais quand c'est l'étranger qui est notre patron, là, nous faisons attention, c'est comme si déjà dans notre cerveau, nous faisons une différence de grandeur entre le blanc et nous. Mais bon Dieu, d'où vient cette peur des blancs?
Nous devons la combattre aussi, nous devons l'affronter, la reconnaître cette peur et dire non, il ne nous est pas supérieur ce blanc et il ne nous fait que ce que nous lui permettions de faire. Si nous disons non, à un moment donné, il va devoir nous écouter et nous allons pouvoir faire ce que nous voulons faire pour nos pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Mais nous ne devons plus accepter n'importe quoi. Quelqu'un a déjà dit, vous savez pourquoi nos dirigeants se permettent de nous traiter en sous-hommes? Nos dirigeants se permettent de nous traiter en sujets plutôt qu'en citoyens parce que nous ignorons notre force. Bon Dieu, pensez-vous qu'il y ait suffisamment de policiers pour une population qui se soulève? Pensez-vous vraiment qu'il y ait suffisamment de soldats pour tout un peuple qui dise non? À force de nous limiter, n'est-ce pas, au minimum, à force de nous confiner à ce qui est tout simplement possible, eh bien, on nous traite de n'importe quelle manière parce que nous acceptons n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est oser changer ce qui ne nous convient pas. Bon Dieu, nous sommes trop résignés. Nous ne nous fâchons pas suffisamment. Nous ne sommes pas suffisamment révolutionnaires. Regardons notre histoire, personne ne nous a fait cadeau. Que ce soit l'Afrique du Sud, pensez-vous qu'on nous a fait cadeau en mettant fin à l'apartheid? Non, imaginez toute cette série de luttes, toute cette série de combats, de résistance, de combativité justement pour parvenir à la fin de l'apartheid. Pensez-vous que ces divers anniversaires d'indépendance qu'on célèbre au cours du mois d'août et même avant, pensez-vous qu'on nous les a donnés ces anniversaires-là? Non, nous les avons conquis de haute lutte et pourtant, nous avons conquis ces indépendances et puis nous nous résignons. Pas de travail, mais c'est pas grave. Nous n'arrivons pas à manger à notre faim, c'est pas grave. Nos enfants n'arrivent pas à aller à l'école, c'est pas grave. Nous n'avons pas d'électricité, c'est pas grave. Dans le cas d'Haïti, justement, ça fait près d'1 mois que les gens n'ont pas d'électricité. Alors que justement, le président de la République avait fait campagne pendant plus d'1 an. Il avait promis l'électricité 24 heures sur 24, 2 ans après son investiture. Voilà qu'on s'approche de la fin de son mandat. Personne ne voit la couleur du courant électrique et on accepte cela. Mais la peur, c'est vraiment le plus grand handicap. La peur nous fait vivre dans un état de sous-homme. La peur nous fait vivre, n'est-ce pas, dans un état pire que les animaux. Mais quand est-ce que nous allons oser changer ce qui ne nous convient pas? Quand est-ce que nous allons oser nous fâcher? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est reconnaître notre pouvoir individuel tout comme notre pouvoir collectif. Le grand Nelson Mandela disait « Je suis maître de mon destin ». Ah oui, nous sommes maîtres de notre histoire. Nous pouvons changer ce qui ne nous convient pas. Nous pouvons changer ce qui ne nous fait pas du bien. Mais malheureusement, on nous a appris la peur de nos potentialités. Nous sommes forts en tant qu'individus, nous sommes forts en tant que peuple. Mais malheureusement, nos peurs empêchent cette force de vivre toutes ces potentialités. Pouvons-nous imaginer un instant ce que seraient nos pays, ce que seraient nos nations, ce que nous serions si nous osions nous libérer de nos peurs? La peur d'échouer, la peur de se lancer en affaires, la peur des critiques, la peur de ne pas ressembler à l'autre, la peur de ne pas faire comme l'autre, la peur que l'autre me dépasse, la peur que finalement je ne sois pas aussi bon que qu'on le dit ou qu'on le pense. Non, libérons-nous de ces peurs, les amis. Et reconnaissons que nous avons chacun des compétences, nous avons chacun des capacités. Et tout ce que ces compétences attendent, tout ce que ces capacités attendent, c'est d'être libérés de nos peurs.
En terminant, permettez que je cite un vieux proverbe africain qui dit ceci. Celui que le serpent a piqué prend peur à la vue d'une simple corde. Vous savez, désormais, avant de vous lancer dans n'importe quoi, prenez le temps de regarder de manière lucide vos peurs, de regarder de manière lucide à quel point vos inquiétudes constituent ou pourraient constituer un véritable obstacle. Et une fois que vous avez regardé ces peurs, allez chercher les ressources pour savoir comment les dompter, comment les maîtriser. Car celui qui maîtrise ses peurs pourra tout accomplir. Ne partez pas encore, je reviens vous rappeler nos 3 mots d'ordre, n'est-ce pas? Le premier mot d'ordre, il faut liker, n'est-ce pas? Le deuxième mot d'ordre, il faut partager. Si vous aimez ce qui se fait sur cette chaîne, partagez nos vidéos. Et le troisième mot d'ordre, abonnez-vous. Et justement, en parlant de ceux qui sont nos abonnés, vous avez reçu au cours de la semaine une nouvelle capsule. Au fait, à partir de cette semaine, nous introduisons sur notre page une capsule de spiritualité parce que, comme vous l'avez remarqué, le dimanche, l'émission aborde des questions d'ordre social, des questions d'ordre historique, des questions d'ordre culturel et politique, mais au beau milieu de la semaine, soit autour de mercredi, nous répondons dans une capsule plus courte à des questions d'ordre religieux, à des questions d'ordre spirituel que vous nous posez. Donc, nous vous invitons à nous faire parvenir vos questions et nous allons prendre le temps d'y répondre, n'est-ce pas, les unes après les autres. Donc déjà, depuis mercredi, nous avons mis en ligne, n'est-ce pas, une petite capsule qui traite de la question de Satan, n'est-ce pas? C'est le personnage par lequel on nous a maintenus dans la peur pendant plus de 2000 ans. Donc, je vous invite à visionner cette vidéo, à la liker, à la partager. Merci, à la semaine prochaine, et puis n'oublions pas, nous sommes ensemble. Au revoir.